l'ambassadrice Sarah Chen, était assise à sa place habituelle dans la salle du Conseil galactique. L'immense salle s'étendait devant elle comme un bol géant. Des milliers de sièges accueillaient des représentants de centaines de mondes différents. Certains ressemblaient à des humains, d'autres avaient des tentacules, des écailles ou des corps en cristal vivant. Après 300 ans, les humains occupaient encore les sièges bon marché du fond. Sarah représentait la Terre depuis 20 ans. Elle avait observé les mêmes schémas se répéter sans cesse. Les espèces plus âgées prenaient les décisions. Les plus jeunes obéissaient aux ordres. Les humains disaient toujours oui et souriaient. Ils étaient connus dans toute la galaxie comme les serviables, ceux qui ne causaient jamais de problème. Mais aujourd'hui, c'était différent. Sarah sentait dans sa poitrine une tension qui montait depuis des mois. Le message du commandement terrestre se trouvait sur sa tablette sécurisée, et son contenu lui faisait trembler les mains de colère qu'elle devait dissimuler. La question de la désignation du monde agricole est désormais ouverte à la discussion, annonça le conseiller Vexailles, actuel président du Conseil. Sa peau bleue brillait sous les soleils artificiels de la salle. L'espèce andorienne occupait des postes importants au sein du Conseil depuis plus de 1000 ans. Ils se considéraient comme des leaders naturels. Sarah savait ce qui allait arriver. Depuis 6 mois, le consortium Zalati lorgnait les colonies agricoles humaines. Les Zalati étaient une espèce ressemblant à des insectes géants dotés de trop de bras. C'étaient des commerçants et des entrepreneurs qui contrôlaient une grande partie de la distribution alimentaire de la galaxie. Ils se plaignaient que les humains n'exploitaient pas suffisamment efficacement leur monde fertile. Le consortium présente des preuves convaincantes, poursuivit Vexi, sa voix résonnant dans la salle. Les rendements agricoles humains sur les mondes contestés restent inférieurs aux niveaux optimaux. La loi sur la sécurité alimentaire galactique stipule clairement que le potentiel agricole inutilisé constitue une menace pour la stabilité interstellaire. Zektar, le principal représentant de Zalati, fit claquer ses mandibules l'une contre l'autre, dans ce que les humains avaient appris à reconnaître comme leur propre sourire. « Nous ne voulons pas faire de mal à nos amis humains, dit-il, bien que ses yeux composés ne laissent transparaître aucune chaleur. Nous croyons, tout simplement, ces mondes serviraient mieux la galaxie sous une direction plus expérimentée. » Sarah serra les mâchoires. Les mondes disputés abritaient 12 millions de colons humains, des familles qui y vivaient depuis des générations, des agriculteurs qui avaient transformé des rochers stériles en jardins nourrissant la moitié du secteur. Le consortium voulait les expulser de leurs propres terres et les remplacer par des fermes automatisées gérées par des surveillants Zalati. « Ambassadrice, dit Vexailles sans même regarder dans sa direction, quelle serait la réaction de votre espèce à cette proposition raisonnable ?» Sarah se leva lentement. Dans la salle, les conversations continuaient comme si elles n'avaient pas bougé. La plupart des représentants ne prenaient même pas la peine de la regarder. Après 3 siècles, ils avaient appris que les humains céderaient toujours, trouveraient toujours un compromis, préféreraient toujours la paix au conflit. Les colonies en question sont des établissements humains depuis plus de 200 ans, a déclaré Sarah, sa voix résonnant clairement dans les systèmes acoustiques de la chambre. Les familles qui y vivent ne sont pas que des agriculteurs. Ce sont nos gens. Ils ont bâti des vies, des communautés, des cultures sur ces mondes. Touchant, a déclaré Zektar, mais inefficace. Nos projections indiquent une augmentation de 40% de la production alimentaire en 5 ans standards avec une gestion appropriée. Par bonne gestion, vous entendez expulser 12 millions de personnes de chez elles, répondit Sarah. Une aide à la réinstallation sera fournie, répondit Vexailles d'un ton dédaigneux. Le Conseil a approuvé des logements temporaires sur des planètes désignées pour les réfugiés en attendant la mise en place de camps permanents. Sarah sentit un frisson lui monter à l'estomac. Des mondes de réfugiés. Il parlait de priver 12 millions de personnes de leur logement, appelant cela une aide à la réinstallation. Elle parcourut la salle du regard, espérant déceler une quelconque inquiétude chez les autres représentants. Elle n'en trouva aucune. Pour eux, c'était la routine. L'affaire était réglée, annonça Vexi. Le consortium Zalati se voit accorder le contrôle administratif des anciennes planètes agricoles humaines désignées dans l'annexe A. Les populations humaines disposent de 90 jours standards pour effectuer leur réinstallation volontaire. Volontaire. Sarah faillit rire à ce mot. Rien dans tout cela n'était volontaire. Mais elle ne rit pas. Elle avait appris depuis longtemps que montrer ses émotions en salle du conseil ne faisait qu'empirer les choses pour les humains.
Nous aurons besoin de temps pour coordonner le déménagement, dit Sarah prudemment. 90 jours ne suffisent pas pour déplacer 12 millions de personnes. Le délai est non négociable, expliqua Zektar. La saison optimale de plantation commence dans 95 jours standards. Tout retard réduit les rendements prévus. Qu'en était-il alors? 12 millions de personnes avaient 90 jours pour abandonner leur foyer, car cela risquait de compromettre les rendements prévus des récoltes. Sarah avait dû faire face à ce genre de décision pendant 20 ans, mais celle-ci lui semblait différente, plus importante, plus définitive. Elle pensait aux familles de New Kansas, où sa sœur vivait avec ses enfants. Elle pensait au verger de Harvest Moon, qu'il avait fallu 3 générations d'agriculteurs pour perfectionner. Elle pensa aux petites villes où les humains avaient construit des écoles, des hôpitaux et des parcs, créant ainsi de petits morceaux de terre parmi les étoiles. Tout cela était sur le point d'être anéanti car les Alati pouvaient gérer les fermes plus efficacement. Au cours des 3 semaines suivantes, Sarah vit le consortium commencer sa prise de contrôle. Tout cela était sur le point d'être anéanti car les Alati pouvaient gérer les fermes plus efficacement. Au cours des 3 semaines suivantes, Sarah observa le consortium amorcer sa prise de contrôle. Ils envoyèrent des équipes avancées pour inspecter les mondes et planifier leurs améliorations. Ils annoncèrent les bâtiments à conserver et ceux à démolir. Ils publièrent les listes d'équipements qu'ils achèteraient aux humains sur le départ et d'équipements qu'ils confisqueraient purement et simplement, car ils considéraient les infrastructures nécessaires à la poursuite des opérations. Les colons humains commencèrent à organiser leur départ avec la résignation silencieuse qui était devenue la marque de fabrique de leur espèce. Ils firent leurs bagages et vendirent ce qu'ils purent. Et prêts à abandonner tout ce qu'ils avaient construit, les manifestations ont commencé, elles ont commencé modestement. Puis les manifestations ont commencé, elles ont commencé modestement. Un groupe d'agriculteurs de New Kansas a décidé de ne pas partir. Ils ont installé des camps autour de leurs champs et ont annoncé qu'ils resteraient jusqu'à ce que le conseil réexamine la situation. Les superviseurs zolotis locaux ont fait appel aux forces de sécurité pour les déloger. L'équipe de sécurité qui est arrivée n'était pas zolotis. Il s'agissait d'une unité mixte d'agents de plusieurs espèces du conseil, dirigée par un commandant Cortax dont l'espèce ressemblait à des ours blindés, avec trop de dents. Ils étaient connus pour leur efficacité dans le contrôle des foules. Sarah regardait les informations depuis son bureau d'ambassade sur Galactic Station Prime. Les manifestants humains avaient érigé un campement pacifique entre 2 champs de blé. Des familles avec enfants étaient assises en cercle, chantant des chants traditionnels en attendant l'arrivée des autorités. Ils avaient peint des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des slogans comme « C'est notre maison, veuillez reconsidérer votre décision » et « Nous n'avons nulle part où aller, selon les forces de l'ordre ». L'équipe leur a donné exactement 5 minutes pour se disperser. Comme les humains restaient immobiles, le commandant Cortax donna l'ordre d'avancer. Ses troupes étaient équipées d'armes à choc et de champs de contrainte, des outils conçus pour neutraliser et capturer plutôt que tuer. Ces armes étaient censées être des options sûres pour s'occuper des populations civiles. Mais le commandant n'avait pas ordonné à ses troupes d'être prudentes. Il leur avait ordonné d'être efficaces. Sarah regarda avec horreur l'équipe de sécurité déferler sur le campement paisible comme une tempête. Des armes à décharge électrique tirèrent sur des foules de familles assises. Les enfants hurlèrent tandis que les champs de contention les écrasaient au sol. Les parents qui tentaient de protéger leurs enfants furent frappés par des perturbateurs neurologiques qui les laissèrent convulser dans la poussière. L'opération fut terminée en moins de 10 minutes. Une fois la poussière retombée, 47 personnes étaient mortes, dont 6 enfants, 120 autres étaient grièvement blessés. Les autres furent embarqués sur des navires de transport et conduits dans des centres de détention temporaires. Le commandant du Cortax rendit son rapport le soir même. La résistance fut minimale. Le site fut sécurisé, avec un bilan de pertes acceptable. Recommandez des protocoles similaires pour les futures opérations de nettoyage. Niveau de pertes acceptables. 47 morts étaient des pertes acceptables pour le nettoyage d'un camp de protestataires. Sarah se tenait dans son bureau, les yeux rivés sur les informations, sentant quelque chose se briser, une déchirure dans sa poitrine. Elle avait passé toute sa carrière à essayer de trouver des solutions pacifiques à des problèmes comme celui-ci. Elle avait cru que la patience et la diplomatie pourraient un jour bâtir une galaxie où les humains seraient traités comme des égaux et non comme des partenaires subalternes. Elle avait eu tort. Son communicateur sécurisé sonna. Un message du commandement terrestre apparut sur son écran, marqué du chiffrement le plus prioritaire.
Sarah le lut 2 fois pour s'assurer d'avoir bien compris. Ambassadeur Chen, vous êtes par la présente autorisé à mettre fin à tous les accords de coopération avec le Conseil galactique, avec effet immédiat. Rappelez tout le personnel technique humain des installations du Conseil. Cessez toutes les opérations d'aide humanitaire. Retirez-vous de tous les projets scientifiques conjoints et mettez fin aux subtilités diplomatiques. L'ère de la patience humaine est révolue. Signé Amiral Marcus Webb, commandement de la défense de la Terre. Sarah regardait par la fenêtre de son bureau l'immense station galactique Prime. Cette station était une merveille d'ingénierie, une cité spatiale abritant 10 millions d'êtres venus de toute la galaxie. Des humains avaient contribué à sa construction. Des ingénieurs humains entretenaient ses systèmes énergétiques. Des médecins humains travaillaient dans ses hôpitaux. Des enseignants humains travaillaient dans ses écoles. Les agriculteurs humains fournissaient une grande partie de sa nourriture. La galaxie s'était habituée à la coopération humaine. Ils s'y attendaient, ils en dépendaient, ils la tenaient pour acquise. Cela allait bientôt changer. Sarah se dirigea vers son bureau et ouvrit un canal sécurisé vers la salle du conseil. Dans quelques heures, une réunion d'urgence serait organisée sur le processus de transition agricole. Les représentants discuteraient de la manière de gérer des relocalisations similaires sur d'autres planètes humaines. Ils planifieraient les moyens les plus efficaces de redistribuer les colonies humaines aux espèces qu'ils jugeaient plus aptes. Elle commença à composer. Sa réponse ? Ni une protestation diplomatique, ni une objection formelle, ni une demande de réexamen. Quelque chose de bien plus simple et de bien plus définitif. En écrivant, Sarah pensait à la famille de sa sœur à New Kansas. Elle pensait aux 47 personnes mortes pour le crime de vouloir rester chez elle. Elle pensait à 300 ans de patience, de coopération et d'infinie volonté de compromis. Elle pensait à ce que l'amiral Webb avait dit dans son message. L'ère de la patience humaine est révolue. Sarah a terminé son message et programmé sa diffusion à tous les systèmes de communication de l'espace du Conseil dans exactement 12 heures. Cela donnerait au personnel humain de toute la galaxie le temps d'atteindre des positions sûres et aux flottes terrestres de terminer leurs préparatifs. Après 3 siècles de bonté, les humains s'apprêtaient à révéler à la galaxie qui ils étaient vraiment. Le point de rupture était enfin arrivé. 12 heures après le massacre de New Kansas, tous les écrans de communication de l'espace du Conseil s'activèrent soudainement en même temps. La programmation habituelle disparut, remplacée par un visage humain que la plupart des citoyens galactiques n'avaient jamais vu auparavant. L'amiral Marcus Webb était assis dans ce qui ressemblait au centre de commandement d'un navire, même si personne n'en reconnaissait le design. Derrière lui, des écrans holographiques affichaient des cartes stellaires et des informations tactiques incompréhensibles pour la plupart des spectateurs. La technologie semblait avancer, même selon les normes du Conseil, mais celui-ci n'avait jamais vu d'humain utiliser une telle technologie. « Je suis l'amiral Marcus Webb du commandement de la défense de la Terre », commença-t-il d'une voix calme et mesurée. « Depuis 300 ans, l'humanité est un membre coopératif de la communauté galactique. Nous avons respecté les lois du Conseil, accepté ses décisions et apporté notre aide partout où elle était demandée. Sur la station galactique Prime, les réunions d'urgence commençaient déjà. Les membres du Conseil qui s'apprêtaient à dormir se sont soudainement retrouvés à se précipiter vers les centres de crise. La diffusion non autorisée atteignait tous les recoins du Conseil et personne ne semblait pouvoir l'arrêter. Hier, 47 de nos concitoyens ont été tués pour avoir refusé de quitter leur domicile, a poursuivi Webb. Le Conseil a jugé cette issue acceptable. Ils ont décrit la mort de nos enfants comme nécessaire à la stabilité galactique. L'ambassadrice Sarah Chen était assise dans ses quartiers, regardant la diffusion qu'elle avait contribué à coordonner. Autour d'elle, les quelques membres humains du personnel encore présents sur la station préparaient tranquillement leurs affaires. Dans quelques heures, il ne resterait plus aucun humain dans l'espace du Conseil, à l'exception des colons sur le point d'être relocalisés. Nous avons accepté ce traitement parce que nous croyons en la possibilité d'une coexistence pacifique, a déclaré Webb. Nous pensions que la patience et la coopération nous permettraient d'obtenir le respect que nous méritions. Nous avions tort. La patience et la coopération finiraient par nous gagner. Le respect que nous mérissions, nous avions tort. À New Kansas, les responsables du consortium Zelati cherchaient à comprendre pourquoi tous leurs équipements nouvellement installés étaient tombés en panne.
Les systèmes automatisés qu'ils avaient installés pour remplacer les agriculteurs humains affichaient des messages d'erreur dans des langues que leurs ordinateurs ne pouvaient traduire. Leur liaison de communication avec le siège du consortium était devenue totalement inexistante. Des problèmes similaires commençaient à apparaître dans les locaux du Conseil. Les balises hyperspatiales, entretenues par les humains depuis des siècles, s'éteignaient une à une. Les réseaux de communication qui dépendaient de stations relais construites par l'homme ont commencé à présenter d'importantes lacunes de couverture. Les établissements médicaux ont constaté que leurs équipements fabriqués par l'homme ne répondaient plus aux commandes. Vous nous avez présumés faibles parce que nous avons toujours choisi de faire des compromis, a poursuivi Webb. Vous avez pris notre retenue pour de l'incapacité. Vous avez cru que, parce que nous ne vous avions jamais montré notre véritable force, nous l'avions. Nous ne l'avions pas. Le conseiller Vexay était en réunion d'urgence avec les chefs militaires du Conseil, essayant de comprendre ce qui se passait. Les rapports affluaient de partout dans l'enceinte du Conseil. Du personnel humain disparaissait des installations critiques. De fabrication humaine. Les équipements tombaient en panne partout simultanément. Plus inquiétant encore, personne ne parvenait à localiser de vaisseaux militaires humains à surveiller ou à arrêter. Pendant 3 siècles, le Conseil avait surveillé attentivement les capacités militaires humaines. Ils connaissaient l'existence de la petite flotte de défense terrestre. Ils avaient inspecté les défenses des colonies humaines. Ils avaient approuvé chaque pièce majeure du matériel militaire humain. Les humains n'étaient pas censés détenir de secrets militaires. Nous possédons 50 000 mondes que vos enquêtes n'ont jamais découverts, comme l'indiquait le Webb, et les chambres du Conseil à travers la galaxie sont restées silencieuses. Nous possédons des technologies que vos scientifiques n'avaient jamais imaginées. Nous avons des capacités que vos analystes militaires n'ont jamais détectées. L'espace du Conseil tout entier ne contenait qu'environ 20 000 systèmes habités. Si les humains en contrôlaient réellement 50 000, ils auraient en quelque sorte caché une civilisation, 2 fois plus grande que la galaxie connue. Zektar, le représentant de Zalati qui avait mené la prise de contrôle agricole, tentait désespérément de contacter son gouvernement. Les canaux de communication étaient coupés. Ses propres systèmes de sécurité affichaient des relevés impossibles. D'après ses capteurs, aucun vaisseau ne se trouvait à proximité, mais ses écrans défensifs détectaient d'énormes signatures énergétiques qui semblaient provenir du vide spatial. Le consortium Zalati a exigé des preuves de nos affirmations, a déclaré Webb, comme si il pouvait entendre les pensées de Zektar. Nous sommes heureux de vous faire une démonstration. Sur le viseur principal de la salle du Conseil, une nouvelle image apparut. Elle montrait le système d'origine des Xelati, plus précisément la zone autour de leur monde capital, Rush Prime. La planète était entourée d'immenses plateformes de défense orbitale, chacune de la taille d'une petite lune. Les Xelatis étaient fiers de ces défenses. Ils avaient passé des siècles à les construire, créant ce qu'ils prétendaient être la forteresse la plus imprenable de la galaxie. Les membres du Conseil observèrent, stupéfaits, les plateformes orbitales disparaître, sans être détruites ni endommagées, comme si elles n'avaient jamais existé. Nous les avons déplacées, expliqua calmement Webb. Ils n'ont jamais existé. Nous les avons déplacés, expliqua calmement Webb. Vos plateformes de défense se trouvent désormais dans l'espace, à environ 40 années-lumière de votre planète. Elles sont parfaitement intactes et fonctionnelles. Vos équipages sont indemnes et ont bénéficié d'un système de survie d'urgence jusqu'à l'arrivée des secours. Les conséquences de cette situation ont été un choc pour les membres du Conseil. Déplacer des objets aussi massifs sur des distances interstellaires était censé être impossible. Les besoins énergétiques à eux seuls auraient dû être détectables à des milliers d'années-lumière. Pourtant, les humains y sont parvenus sans que personne ne remarque la moindre activité inhabituelle. Nous aurions pu les déplacer vers votre soleil, a ajouté Webb. Le choix vous appartenait. Des réunions d'urgence se tenaient désormais dans tous les principaux centres gouvernementaux de l'espace du Conseil. Des conseillers militaires, qui avaient consacré leur carrière à étudier les capacités humaines, tentaient d'expliquer comment leurs évaluations avaient pu être si erronées. Des économistes calculaient ce qui se passerait si la coopération humaine cessait définitivement. Des scientifiques analysaient la technologie qui venait d'être démontrée et constataient que leurs instruments étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient observé. Sur Terre, le président Martinez rencontrait son cabinet dans les profonds bunkers sous New Geneva. Depuis des mois, elle recevait des rapports de l'amiral Webb et de ses équipes sur leurs préparatifs. Même elle n'avait pas pleinement saisi l'ampleur de ce que les humains avaient construit en secret.
Sommes-nous vraiment prêts pour cela? Demanda T à la Webb lors de leur conférence téléphonique sécurisée. Nous étions prêts dès le premier contact, répondit Webb. Nous avons appris l'histoire galactique durant nos premières années dans l'espace du Conseil. Toutes les espèces ayant réussi à voler dans l'espace ont suivi le même schéma. Expansion, conquête, domination. Nous savions qu'un jour, nous serions contraints de choisir entre soumission et résistance. La présidente examina les rapports éparpillés sur son bureau, des analyses détaillées de chaque grand gouvernement galactique, les spécifications techniques complètes de tout l'équipement militaire extraterrestre connu, des cartes stellaires, indiquant l'emplacement des colonies humaines secrètes établies au cours de 3 siècles d'exploration minutieuse. Le plus impressionnant, c'était l'existence d'une liste de capacités technologiques humaines dont elle commençait seulement à découvrir l'existence. « Depuis combien de temps nous préparons-nous à cette guerre » demanda-t-elle. « Depuis le jour où nous avons rejoint le Conseil » répondit Webb. « Nous n'avons jamais voulu de guerre, Madame la Présidente. Mais nous avons toujours su qu'elle pourrait être nécessaire. Nous nous sommes donc assurés d'être prêts à la gagner. » De retour au Conseil, les séances d'urgence aboutissaient à des conclusions désespérées. L'Empire Cortax, réputé pour sa puissance militaire, venait de découvrir que ses vaisseaux de guerre les plus avancés étaient incapables de détecter ou de cibler les technologies humaines. La République andorienne signalait que tous les conseillers techniques humains avaient disparu de ces infrastructures critiques, laissant derrière eux des systèmes que personne d'autre ne savait entretenir. Le plus effrayant, c'est que personne ne parvenait à localiser la Terre. Le système solaire semblait être exactement là où il avait toujours été. Mais chaque tentative d'y envoyer des vaisseaux ou de communiquer se soldait par la même réponse. Les vaisseaux et les signaux disparaissaient tout simplement. Les capteurs longue portée indiquaient une étoile jaune normale avec des positions planétaires familières. Mais toute tentative de s'en approcher suffisamment pour effectuer des analyses détaillées échoua complètement. « Vos flottes sont libres d'attaquer notre planète », dit Webb, comme s'il répondait à leurs pensées. « Nous ne vous empêcherons pas d'essayer. Mais sachez que ce que vous imaginez être la Terre n'est pas ce que vous trouverez à votre arrivée. » L'émission se poursuivit pendant 1 heure. Webb expliqua calmement que l'humanité avait passé 3 siècles à étudier les civilisations galactiques, à en connaître les faiblesses et à se préparer au jour où la patience ne suffirait plus. Il décrivit un réseau de colonies humaines cachées, soigneusement dissimulées, d'après les enquêtes du Conseil. Il évoqua des technologies développées en secret par des humains, feignant de se contenter de l'équipement de qualité inférieure que le Conseil leur autorisait à utiliser. Plus effrayant encore, il expliqua que des humains surveillaient depuis des décennies chaque installation militaire majeure, chaque centre gouvernemental et chaque ressource stratégique du territoire du Conseil. Il savait où vivaient tous les dirigeants importants. Il connaissait les capacités défensives de chaque planète majeure. Il savait exactement comment neutraliser l'infrastructure qui maintenait la civilisation galactique en activité. « Nous ne voulons pas vous conquérir », dit Webb, alors que son message s'achevait. « Nous n'avons jamais voulu dominer les autres espèces. Liz, nous voulions simplement vivre tranquillement. Vous avez rendu cela impossible. » Dans la salle du Conseil, le conseiller Vexey s'efforçait de maintenir l'ordre, de perdre toute coopération humaine et de trouver le nombre terrifiant. « Il y a 3 jours, nous étions vos partenaires, » conclut Webb. « Il y a 2 jours, nous étions vos victimes. Aujourd'hui, nous sommes vos égaux, que vous le reconnaissiez ou non. Demain, à vous de choisir la suite. » L'émission s'est terminée, laissant l'espace du Conseil dans un silence stupéfait. En quelques heures, tous les grands gouvernements tentaient de contacter la Terre pour négocier. Aucun de leurs messages n'arrivait. Les colonies humaines de l'espace du Conseil signalaient avoir rompu tout lien avec les autorités locales et se trouvaient désormais sous la protection du commandement de la défense terrestre. Le consortium Zalati était confronté à des pannes système totales, ses équipements automatisés refusant de fonctionner sans assistance technique humaine. L'Empire Cortax découvrait que ces systèmes d'armes avaient été discrètement modifiés au fil des ans par des équipes de maintenance humaine et que ces modifications empêchaient désormais les armes de fonctionner correctement. Le plus choquant, c'est que plusieurs mondes majeurs signalaient que leurs systèmes de défense orbitaux avaient tout simplement disparu, tout comme les plateformes autour de la ruche Prime. Les défenses disparues furent plus tard retrouvées flottant dans l'espace, parfaitement intactes,
mais complètement déplacés de leur emplacement initial. Le message était clair. Si les humains pouvaient déplacer des plateformes défensives, ils pourraient tout aussi bien déplacer les planètes qu'elles étaient censées protéger. Pendant 300 ans, la galaxie avait considéré les humains comme des partenaires juniors utiles, sur lesquels on pouvait compter pour apporter son aide et accepter les traitements qu'ils recevaient. En une seule journée, cette illusion avait été complètement brisée. Le Conseil était sur le point d'apprendre que la patience humaine avait des limites, et celle-ci avait enfin été atteinte. La guerre n'avait pas commencé par des explosions massives ou des flottes de vaisseaux de guerre sillonnant l'hyperespace. Elle avait commencé par le silence. À travers l'espace du Conseil, le réseau de balises hyperspatiales qui reliait les civilisations depuis plus de 1000 ans avait tout simplement cessé de fonctionner. Les balises étaient toujours là, physiquement intactes, mais elles ne répondaient plus au code d'activation. Les vaisseaux qui tentaient de les utiliser pour des voyages plus rapides que la lumière se retrouvèrent piégés dans l'espace normal, contraints d'utiliser des méthodes de propulsion plus lentes, transformant des jours de voyage en mois, voire en années. Le capitaine Torse, du navire marchand andorien Star Prophet, fut l'un des premiers à découvrir le problème. Son vaisseau transportait du matériel médical des mondes industriels vers une colonie frappée par une épidémie de peste. Le voyage aurait dû durer 3 jours grâce au réseau de balises. Sans lui, sa cargaison arriverait 6 mois trop tard pour sauver qui que ce soit. Il doit s'agir d'un dysfonctionnement technique, expliqua Torse à son équipage, les yeux rivés sur leurs écrans de navigation. Les humains ont construit ces balises, mais les protocoles de maintenance sont automatisés. Impossible de couper tout le réseau. Thor avait tort. Les balises ne s'étaient pas éteintes. Elles avaient simplement cessé d'accepter les commandes de vaisseaux non humains. Lorsque le premier vaisseau humain s'approcha d'une balise 2 heures plus tard, celle-ci s'activa immédiatement et fonctionna parfaitement. Le vaisseau humain termina son saut et poursuivit sa route, laissant Torse et des milliers d'autres capitaines bloqués découvrir la vérité. Les humains n'avaient pas détruit le réseau de balises. Ils en avaient pris le contrôle. Sur la station galactique Prime, des réunions d'urgence avaient lieu dans tous les secteurs gouvernementaux. Le conseiller Vexai se tenait devant un immense écran holographique montrant l'effondrement rapide du transport galactique. Des indicateurs rouges signalaient des pannes de balises dans tout l'espace du Conseil. Des alertes jaunes indiquaient des réseaux de communication hors service. Des alertes oranges signalaient des pénuries critiques d'approvisionnement se développant déjà sur des dizaines de mondes. Combien de temps nos économies pourront-elles survivre sans la coopération humaine ? Vexai a demandé à ses conseillers. La réponse est venue du ministre de l'économie Ralden, dont l'espèce surveillait le commerce galactique depuis des siècles. Dans le meilleur des cas, en supposant que nous puissions rétablir rapidement les services de base, nous nous attendons à 18 mois de graves pénuries. Dans le pire des cas, si les humains maintiennent indéfiniment leur position, nous risquons un effondrement économique total d'ici 5 ans. Cela suppose qu'ils s'en tiennent à une résistance passive, a ajouté le conseiller militaire Kreshina. S'ils décident de prendre des mesures actives, nous pourrions assister à une défaillance totale des infrastructures en quelques semaines. Comme interpellé par les paroles de Krishna, des rapports ont commencé à affluer de toute la galaxie. Le personnel technique humain ne quittait pas simplement son poste, il emportait avec lui les codes d'accès, les procédures de maintenance et la documentation technique nécessaire au fonctionnement des systèmes critiques. Sur la planète industrielle de Forge, Prime, les gigantesques réacteurs à fusion qui alimentaient les centres de production de la planète avaient complètement fermé. Les superviseurs de Cortax ont découvert que les réacteurs nécessitaient des codes d'autorisation quotidiens que seuls les ingénieurs humains connaissaient. Sans ces codes, les réacteurs resteraient indéfiniment hors service. Des problèmes similaires se posaient partout où des humains avaient travaillé. Les établissements médicaux ont constaté que leurs équipements de diagnostic étaient verrouillés par des protocoles de sécurité spécifiques aux humains. Les mondes agricoles ont découvert que leur système de contrôle climatique n'acceptait pas les commandes d'opérateurs non humains. Même les systèmes de survie les plus basiques des stations spatiales tombaient en panne, les composants gérés par des humains refusant de fonctionner. Ils n'ont rien saboté, a rapporté l'ingénieur en chef Voltar de Forge Prime. Ils se sont simplement assurés que rien ne fonctionnerait sans eux. Les conséquences étaient stupéfiantes. Pendant 3 siècles, les humains s'étaient rendus discrètement indispensables à la civilisation galactique. Ils y étaient parvenus non par la force ou la menace, mais par la simple compétence et la fiabilité. Maintenant que la compétence leur était retirée et que la galaxie découvrait à quel point elle était devenue dépendante de la coopération humaine, l'amiral Texan de l'Empire Cortax
préparait ce qu'il considérait comme la réponse évidente. Si les humains voulaient jouer avec les infrastructures, il leur rappellerait pourquoi les Cortac étaient connus comme la première force militaire de la galaxie. Sa flotte de guerre était déjà assemblée et prête à enseigner à ces humains novices les conséquences de défier leurs supérieurs. Ciblez les principales colonies humaines, ordonna Texan à ses commandants de flotte lors de leur briefing stratégique. Nous démontrerons que leurs astuces techniques ne peuvent les protéger d'une puissance de feu supérieure. La cible était Nouvelle-Genève, l'une des plus anciennes et des plus importantes colonies humaines hors du système solaire. Les rapports de renseignement indiquaient qu'il s'agissait d'un important centre de population doté de capacités défensives minimales. Une frappe rapide contre Nouvelle-Genève montrerait à la galaxie que les humains peuvent être vaincus malgré leur technologie mystérieuse. La flotte de Texan se composait de 12 croiseurs de bataille lourds, chacun capable de détruire à lui seul les défenses de surface d'une planète. Ils étaient appuyés par 40 frégates d'escorte et un imposant cuirassé de commandement, vaisseau amiral de Texan. Il s'agissait de la plus grande force militaire rassemblée par les Cortac depuis plus d'un siècle. La flotte approcha de Nouvelle-Genève par l'espace normal. Les balises hyperspatiales n'acceptant plus leurs ordres, les capteurs longue portée indiquèrent exactement ce qu'ils attendaient, une paisible colonie dotée de quelques plateformes orbitales et de satellites défensifs légers. Aucun signe de l'armée humaine avancée que l'amiral Webb prétendait posséder. « Maintenez la formation d'attaque », ordonna Vexen, tandis que ses vaisseaux se mettaient à portée de tir. « Préparez-vous à démontrer le prix de l'arrogance humaine. » C'est alors que les vaisseaux humains apparurent. Ils ne venaient pas de l'hyperespace, ce qui aurait créé des signatures énergétiques détectables. Ils ne se sont pas désoccultés, ce qui aurait créé des signatures énergétiques détectables. Ils ne se sont pas désoccultés, ce qui aurait été détecté par les capteurs à leur approche. Un instant, l'espace autour de la flotte Cortax était vide. L'instant d'après, il était rempli de vaisseaux qui n'auraient jamais dû exister. Les vaisseaux humains étaient plus imposants que tout autre vaisseau de la flotte Cortax, mais ils se déplaçaient avec une grâce inouïe pour leur taille. Ils semblaient scintiller dans l'espace, apparaissant à un endroit puis se matérialisant instantanément ailleurs. Plus inquiétant encore, ils ne présentaient aucune signature énergétique identifiable par les capteurs Cortax. Vaisseaux inconnus. Vous perturbez une opération militaire légale, annonça Texan, sur toutes les fréquences. Retirez-vous immédiatement ou assumez les conséquences. La réponse provenait d'un vaisseau humain qui s'était positionné entre le cuirassé de Texan et la planète en contrebas. Le vaisseau était facilement 3 fois plus grand que son vaisseau amiral, bien qu'il soit apparu là sans aucun mouvement détectable. Il s'agit du capitaine Rivera de l'UES Rétribution, bien qu'il soit apparu là sans aucun mouvement détectable. « Ici le capitaine Rivera de l'UES Rétribution », répondit-il calmement. « Vous approchez d'une colonie humaine avec des intentions hostiles. Vous avez une chance de vous retirer pacifiquement. » Texan rit, un son qui résonna comme un grognement dans l'appareil vocal de son espèce. « Vous êtes 20 fois moins nombreux, humains. Vos menaces sont vaines. Nous sommes en infériorité numérique, acquiesça Rivera. Souhaitez-vous que je corrige ce déséquilibre ?» Avant que Texan puisse réagir, l'espace autour de sa flotte se remplit de vaisseaux humains, des centaines surgissant de ce qui semblait être le vide. En quelques secondes, la flotte Cortax se retrouva complètement encerclée par des vaisseaux surgis de nulle part. « Comment est-ce possible ?» demanda le commandant Vekral depuis l'une des frégates d'escorte. « Il n'y a rien sur les capteurs. Ces navires ne sont détectés par aucun de nos systèmes de détection. C'est parce que vous utilisez les mauvais capteurs, » expliqua Rivera comme si elle donnait cours à des élèves. « Votre technologie suppose que les vaisseaux existent dans l'espace-temps normal. Les nôtres existent dans la phase dimensionnelle de notre choix. » Texan avait consacré toute sa carrière à l'étude des tactiques militaires et n'avait jamais rien rencontré de tel. Des vaisseaux pouvant apparaître et disparaître à volonté. Des vaisseaux invulnérables aux armes conventionnelles, car ils existaient partiellement hors de l'espace normal. Une technologie qui rendait insignifiants les avantages de sa flotte. « Vous voulez voir de quoi les humains sont capables quand nous cesserons d'être gentils ?» continua Rivera. « Je vais vous donner 2 choix. Ordonnez à votre flotte de se retirer et de rentrer chez elle, et nous vous escorterons hors de notre espace, ou ouvrirons le feu sur nous et découvrirons pourquoi nous ne construisons pas d'armes comme le font les autres espèces. » Texan n'avait pas l'habitude de reculer devant les défis. Les Cortac avaient bâti leur réputation sur leur infaillibilité face aux menaces ennemies. Son instinct lui dictait d'attaquer, de montrer à ses humains que la supériorité militaire ne pouvait être surpassée par des artifices techniques.
À tous les vaisseaux, visez le vaisseau humain juste devant nous, ordonna-t-il. Un barrage d'armes complet leur a permis de découvrir la puissance militaire des Cortax. Tous les vaisseaux de la flotte Cortax ont ouvert le feu simultanément. Rayons d'énergie, torpilles à plasma et projectiles cinétiques ont rempli l'espace entre les flottes. La puissance de feu combinée était suffisante pour vaporiser une petite lune. Tout était concentré sur le vaisseau du capitaine Rivera. Les armes traversèrent le châtiment sans faire de dégâts, comme si celui-ci était fait d'espace vide. Technologie de phasage adaptatif, expliqua Rivera calmement. Vos armes existent dans l'espace-temps normal. Nous, non, du moins pas pendant que vous nous tirez dessus. À vous de voir de quoi nos armes sont capables. Le Rétribution lança un rayon d'énergie unique qui frappa le cuirassé de Texan au milieu des vaisseaux. Il n'y eut ni explosion, ni dommages structurels, ni victimes. Au contraire, tous les systèmes de l'immense vaisseau de guerre cessèrent de fonctionner. Moteurs, armes, boucliers, systèmes de survie, communication et même les générateurs de gravité. Tout s'éteignit d'un coup, laissant l'équipage flotter, impuissant dans ses centres de commandement plongés dans l'obscurité. Votre vaisseau est désormais une pièce de musée, informa Rivera à l'amiral stupéfait. Tous les systèmes sont hors service, mais votre équipage est indemne. Nous aurions pu vous détruire, mais détruire est un gaspillage. Au lieu de cela, nous vous avons donné matière à réflexion. Des rayons similaires ont frappé tous les autres vaisseaux de la flotte Cortax. En quelques minutes, l'armada entière dérivait, impuissante. Ses équipages vivants, mais ses vaisseaux complètement impuissants. Les vaisseaux humains commencèrent à se positionner autour de la flotte désemparée, tels des bergers rassemblant des animaux errants. Nous vous remorquerons. Retournez dans votre système d'origine, annonça Rivera. Considérez ceci comme une leçon sur ce qui arrive lorsqu'on utilise des armes conventionnelles pour mener une guerre non conventionnelle. La nouvelle de la défaite totale de la flotte Cortax se répandit dans tout l'espace du Conseil en quelques heures. La force militaire la plus redoutée de la galaxie avait été neutralisée sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Pire encore, les humains avaient démontré qu'ils pouvaient neutraliser les vaisseaux ennemis sans les détruire, ce qui signifiait qu'ils avaient choisi la clémence plutôt que de démontrer leur incapacité à nuire. Des réunions d'urgence se tenaient dans tous les grands centres gouvernementaux. Des conseillers militaires, qui avaient consacré leur carrière à analyser les capacités humaines, tentaient d'expliquer en quoi leurs évaluations étaient si erronées. Les ministres de l'économie calculaient les coûts d'un conflit continu avec des êtres capables de paralyser la civilisation galactique à volonté. Sur Terre, l'amiral Webb surveillait la situation depuis son centre de commandement au plus profond de l'océan Pacifique. La base de Seattle était en construction depuis plus de 2 siècles, construite par des ingénieurs humains utilisant des technologies développées en secret, tout en prétendant se contenter d'équipements approuvés par le Conseil. « Comment nos hommes gèrent-ils la transition ?» demanda Webb à son chef des opérations. « Mieux que prévu ?» fut la réponse. 300 ans de préparation portent leurs fruits. Nos colonies sont totalement autonomes maintenant que nous avons activé l'infrastructure cachée. Nos flottes sont positionnées pour protéger chaque colonie humaine. Plus important encore, le moral des civils reste élevé maintenant qu'ils savent que nous ripostons enfin. Webb hocha la tête, observant les écrans tactiques montrant des vaisseaux humains à travers la galaxie. Des vaisseaux, déguisés en transporteurs de marchandises et de passagers, révélaient leur véritable nature. Des plateformes militaires avancées, des bases secrètes, camouflées en exploitation minière ou en station de recherche, devenaient des centres de commandement stratégiques. La galaxie allait bientôt comprendre que la patience humaine n'était pas une faiblesse. Il était temps de se préparer. Et maintenant que les préparatifs étaient terminés, la véritable guerre allait commencer. 3 semaines après la défaite humiliante de la flotte Cortax, le Conseil galactique commençait à comprendre la véritable ampleur de ce que l'humanité lui avait caché pendant 3 siècles. Des rapports affluaient de tout l'espace du Conseil, tous plus inquiétants les uns que les autres. Sur le monde industriel de Titan Forge, les superviseurs miniers avaient découvert que leurs sites d'excavation n'étaient en réalité pas des sites miniers. Les immenses tunnels creusés par l'homme au fil des décennies n'étaient pas destinés à l'extraction de minéraux. Il s'agissait de postes d'observation soigneusement dissimulés, équipés de capteurs capables de surveiller tout ce qui se passait dans un rayon de 50 années-lumière. Des découvertes similaires furent faites partout où des humains avaient travaillé. Ce qui semblait être de simples recherches étaient en réalité des installations de pointe pour la collecte de renseignements. Des cargaisons apparemment de routine transportaient des équipements de surveillance sophistiqués
qui révélait désormais l'emplacement de chaque installation militaire majeure dans l'espace du Conseil. Il nous observe depuis 300 ans, a rapporté le directeur du renseignement Nexaval lors d'un briefing d'urgence sur la station galactique Prime. Chaque mouvement de flotte, chaque décision gouvernementale, chaque ressource stratégique, tout est surveillé et catalogué par des observateurs humains. Le conseiller Vexey observait les écrans holographiques montrant l'étendue de la surveillance humaine. Des milliers de stations de surveillance, toutes parfaitement dissimulées, fournissaient des informations détaillées sur les activités du Conseil. Les humains n'étaient pas seulement des membres coopératifs de la Société galactique. Ils avaient mené l'opération de renseignement la plus complète de l'histoire. « Combien de nos secrets connaissent-ils » demanda Vexey. « Tous » répondit Nexaval d'un ton sombre. Au vu de la sophistication de leur réseau de surveillance, nous devons supposer qu'ils disposent de renseignements complets sur chaque espèce membre du Conseil. Ils connaissent nos capacités militaires, nos faiblesses économiques, nos structures politiques, nos problèmes sociaux, tout. Tandis que le Conseil cherchait encore à comprendre l'ampleur des renseignements recueillis par les humains, l'Alliance Hégémon préparait ce qu'elle considérait comme la riposte ultime. L'Alliance était une coalition des espèces les plus agressives militairement de la galaxie, unie par la conviction que la force était le seul langage qui comptait dans les relations interstellaires. Le commandant suprême de l'Alliance, Vashati, avait discrètement rassemblé la plus grande force militaire de l'histoire galactique. Des représentants de 12 espèces différentes avaient fourni leurs meilleurs vaisseaux de guerre, leurs équipages les plus expérimentés et leurs armes les plus sophistiquées. La flotte combinée comptait plus de 3000 vaisseaux, une puissance de feu largement suffisante pour stériliser un système solaire tout entier. Si les humains veulent se cacher derrière leurs astuces techniques, nous les forcerons à nous affronter en combat ouvert. Vashadi déclara à ses commandants rassemblés. Nous attaquerons leur planète, qu'ils tentent de changer de phase lorsque leur planète sera directement attaquée. La flotte de l'Alliance avait passé des semaines à préparer son assaut sur la Terre. Ils avaient analysé chaque parcelle de renseignements sur le système solaire et ses défenses, étudié les données tactiques issues de la rencontre avec la flotte Cortax et développé de nouvelles armes spécialement conçues pour contrer la technologie de phasage humain. Plus important encore, ils avaient découvert ce qu'ils croyaient être une voie hyperspatiale secrète, leur permettant de contourner les mystérieuses barrières qui semblaient protéger la Terre de toute observation à longue distance. La route avait été découverte dans d'anciennes cartes stellaires antérieures au contact humain avec la galaxie. Les humains avaient être cachés leur planète natale des vecteurs d'approche conventionnels, expliqua Vashati à ses commandants de flotte, mais ils n'auraient pas pu anticiper les voies d'attaque qui existaient avant leur arrivée dans la Société galactique. La flotte de l'Alliance s'est rassemblée aux confins de l'espace du Conseil et a entamé son voyage vers le système solaire en empruntant l'ancien couloir hyperspatial. Le passage était difficile et dangereux, exigeant une navigation précise à travers des régions instables de l'espace-temps, mais il les mènerait aux portes de la Terre sans prévenir. Le voyage dura 6 jours de navigation prudente à travers l'hyperespace périlleux, Racine. Lorsque la flotte émergea enfin dans l'espace normal, aux confins du système solaire, ils découvrirent exactement ce qu'ils espéraient, une étoile jaune normale avec des positions planétaires familières. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était l'absence de la lune de la Terre. « Confirmez les relevés des capteurs », ordonna Vashadi à son officier de navigation. « Où est le satellite désigné Luna ?» La réponse est venue de sa division scientifique. Luna a disparu, remplacée par quelque chose qui n'aurait pas dû être possible à construire. Là où la lune de la Terre aurait dû être, une structure artificielle massive orbitait désormais autour de la planète. La construction était de la taille d'une petite lune elle-même, mais clairement fabriquée plutôt que naturelle. Plus inquiétant encore, la lune originelle était encore visible dans le ciel terrestre. Des capteurs longue portée la montraient en vol stationnaire sur une autre orbite, apparemment déplacée pour laisser la place à la construction artificielle qui l'avait remplacée. « Ils ont déplacé leur lune », murmura le commandant Yactel depuis l'un des escadrons d'escorte. « Comment déplace-t-on une lune entière ?»« De la même manière qu'ils ont déplacé nos plateformes de défense orbitale », répondit Vashadi d'un ton sombre, « avec une technologie que nous ne maîtrisons pas. Comme si la flotte de l'Alliance s'enfonçait plus profondément dans le système solaire. » D'autres visions impossibles apparurent. La lune originelle, désormais clairement visible comme un chantier artificiel, était entourée de chantiers navals qui éclipsaient tout ce qui se trouvait dans l'espace du Conseil. Des vaisseaux de la taille d'un continent étaient en construction dans d'immenses quais de chantier.
L'activité de construction suggérait que l'humanité avait... Ils construisent des navires de guerre depuis des siècles, dissimulés derrière leur lune naturelle. C'est impossible, a rapporté l'ingénieur en chef Molsek depuis sa station d'analyse. Les besoins énergétiques pour une construction de cette envergure auraient dû être détectables dans tout l'amas de galaxies locales. Comment ont-ils pu dissimuler une activité industrielle d'une telle ampleur? La réponse est devenue évidente à mesure que de nouvelles constructions humaines sont apparues. Le système solaire n'était pas le petit système stellaire faiblement défendu que les relevés du Conseil avaient décrit. C'était une forteresse soigneusement dissimulée depuis 3 siècles. Des structures artificielles occupaient l'espace entre les planètes, toutes camouflées pour ressembler à des objets naturels ou à l'espace vide aux yeux des observateurs extérieurs. Le plus impressionnant de tout était la structure qui avait remplacé la Lune alors que la flotte de l'Alliance s'approchait de la Terre. Des analyses détaillées ont révélé que la Lune artificielle était en fait une seule plateforme d'armes massive. Sa surface était couverte d'appareils qu'aucun scientifique du Conseil ne pouvait identifier, mais les signatures énergétiques suggéraient une puissance de feu au-delà de tout ce qui se trouve dans la galaxie connue. Commandant suprême, rapporta l'officier tactique Vandar, la voix tremblante d'une peur à peine contenue. Je lis des signatures d'armes sur cette plateforme qui dépassent de plusieurs ordres de grandeur la puissance de feu totale de notre flotte combinée. Vashti fixait les écrans tactiques, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La plateforme d'armes qui avait remplacé la Lune de la Terre pouvait apparemment détruire toute sa flotte d'un seul tir. Pire encore, il existait des dizaines de plateformes similaires, disséminées dans le système intérieur, toutes dissimulées derrière un camouflage sophistiqué qui avait trompé les capteurs galactiques pendant des siècles. Ouvrir les communications avec les forces humaines, ordonna Vashti, même s'il commençait à soupçonner que son assaut de grande envergure s'apparentait à un suicide. La réponse vint de l'immense plateforme d'armes en orbite autour de la Terre. Ici, le général Harrison, du commandement de la défense sol. Vous avez introduit 3000 vaisseaux de guerre dans notre système avec des intentions hostiles. Avant d'aborder les conditions de votre reddition, je tiens à ce que vous compreniez précisément ce que vous avez choisi de combattre. L'image qui apparaissait sur tous les écrans de la flotte de l'Alliance montrait un officier humain se tenant dans ce qui semblait être le centre de commandement de la Lune artificielle. Derrière lui, des écrans holographiques diffusaient des informations tactiques qui glaçaient le sang des commandants de l'Alliance. Chaque vaisseau de leur flotte était balisé et suivi. Chaque système d'armement fut analysé et catalogué. Toutes les voies de fuite possibles étaient couvertes par des positions défensives humaines. La flotte de l'Alliance ne menait pas d'attaque surprise. Elle avait foncé droit dans le piège le plus sophistiqué de l'histoire galactique. « Vous êtes venus chez nous pour faire la guerre à nos familles », poursuivit le général Harrison, la voix calme mais chargée d'une menace absolue. « Nous aurions pu vous arrêter à 100 années-lumière de là, mais nous voulions que vous le voyiez. Nous voulions que vous compreniez ce que vous avez choisi de combattre. » Le général désigna ses écrans tactiques, et l'information apparut également sur les écrans de la flotte de l'Alliance. Des plateformes d'armes capables de détruire des planètes, des systèmes défensifs capables de neutraliser des flottes entières sans un seul coup de feu. Et surtout, et c'est terrifiant, des installations de construction de vaisseaux qui laissaient penser que l'humanité pouvait construire des flottes plus vite que l'Alliance ne pouvait les détruire. Votre flotte combinée représente la plus grande force militaire jamais assemblée dans l'histoire galactique, observa Harrison. Il vous a fallu des mois pour rassembler ces vaisseaux à travers l'espace du Conseil. Il nous faudrait environ 6 heures pour en construire un de remplacement. Une flotte de taille équivalente. Si besoin, le commandant suprême Vashti retrouva sa voix, même si ce n'était guère plus qu'un murmure. « Qui êtes-vous » L'expression d'Harrison s'adoucit légèrement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant désemparé. « Nous sommes ce que vous nous avez fait prétendre ne pas être. Ezeblu, pendant 3 siècles, vous nous avez traités comme des partenaires subalternes, nécessitant conseil et supervision. Vous avez présumé que nous étions faibles parce que nous privilégions la coopération au conflit. Vous avez pris notre patience pour de l'incompétence. » Le général s'est dirigé vers un hublot qui montrait la Terre suspendue dans l'espace. La planète semblait paisible et normale, mais les commandants de l'Alliance savaient désormais qu'ils voyaient une autre illusion. Si l'humanité avait dissimulé une telle puissance militaire à travers le système solaire, la Terre elle-même n'était probablement pas ce qu'elle semblait être. Nous avons appris votre histoire durant nos premières années dans l'espace du Conseil, poursuivit Harrison. Chaque espèce suit le même modèle. Explorer, s'étendre, conquérir, dominer,
Nous savions qu'un jour vous décideriez que nous étions suffisamment performants pour mériter d'être conquis. Les écrans holographiques ont changé pour afficher des données historiques de toute la galaxie. Les archives de civilisation guidées par des espèces plus anciennes jusqu'à leur perte totale d'indépendance. Les programmes d'intégration économique qui ont transformé les espèces plus jeunes en colonies de ressources pour leurs supposés partenaires. Nous avons vu ce qui est arrivé à toutes les autres espèces qui ont tenté de préserver leur indépendance tout en restant au sein de la société galactique, a déclaré Harrison. Le schéma a été toujours le même. La coopération mène à la dépendance. La dépendance mène au contrôle. Le contrôle mène à l'absorption ou à l'élimination. Vashiti comprit que sa flotte n'était pas seulement en infériorité numérique et en infériorité numérique. Ils affrontaient un ennemi qui avait passé 3 siècles à étudier les civilisations galactiques et à se préparer précisément à ce moment. L'humanité n'avait pas été prise au dépourvu par l'agression galactique. Elle s'y attendait et planifiait sa réponse depuis le premier contact. « Et maintenant ?» demanda Bashati. « À vous de faire un choix », répondit Harrison. « Vous pouvez abandonner votre flotte et accepter d'être escorté jusqu'à vos systèmes d'origine, ou vous pourrez expliquer à vos gouvernements qu'attaquer la Terre était une erreur. Ou vous pouvez combattre et découvrir pourquoi l'humanité a cessé de fabriquer des armes conventionnelles après avoir réussi le voyage interstellaire. » Le commandant suprême regarda son équipage de passerelle, lisant son incertitude sur leur visage. Ils étaient venus ici, espérant écraser un adversaire techniquement avancé mais militairement faible. Au lieu de cela, ils avaient découvert que l'humanité possédait des capacités militaires qui faisaient passer la flotte de l'Alliance pour une collection d'antiquités. « Pourquoi n'utilisez-vous pas d'armes conventionnelles ?» se demanda Vashadi. Harrison sourit, et pour la première fois, son expression était sincèrement chaleureuse. « Parce que nous n'en avons pas besoin. Quand on peut déplacer des lunes, neutraliser des flottes sans les détruire et faire sortir ces vaisseaux de l'espace-temps normal, pourquoi se contenter de tout faire exploser ? La flotte de l'Alliance s'est rendue sans un coup de feu. Alors que des vaisseaux humains commençaient à escorter l'armada vaincue hors du système solaire, Harrison adressa un dernier message à la galaxie. Cette démonstration est terminée. L'humanité reste disposée à discuter de coexistence pacifique avec toute espèce qui nous considère comme son égale. Cependant, l'ère de la patience humaine envers ceux qui confondent gentillesse et faiblesse est définitivement révolue. La nouvelle de la reddition totale de la flotte de l'Alliance parvint au Conseil spatial en quelques heures. La plus puissante force militaire de l'histoire galactique avait été vaincue sans combat. Neutralisée par des capacités humaines dont personne n'avait soupçonné l'existence, la galaxie commençait à comprendre que les 3 siècles de coopération de l'humanité n'avaient rien d'une soumission. C'était une préparation. Et maintenant, elle était terminée. 6 mois après la reddition de la flotte de l'Alliance hégémonique, les salles du Conseil galactique, autrefois majestueuses, étaient vides et silencieuses. L'imposante structure qui avait été le centre du gouvernement galactique pendant plus de 2 millénaires était soigneusement démantelée par des équipes d'ingénieurs humains. Chaque pièce du bâtiment était préservée, cataloguée et préparée pour être transportée vers un monde muséal où les générations futures pourraient étudier les vestiges de l'ancien ordre. L'ambassadrice Sarah Chen se tenait dans les ruines de la chambre où elle avait passé 20 ans à représenter les intérêts de l'humanité. Les sièges avaient disparu, tout comme les systèmes complexes qui maintenaient la gravité artificielle et les contrôles atmosphériques pour des centaines d'espèces différentes. Seule la structure de base subsistait, et même elle disparaîtrait en quelques jours. C'est étrange de voir les choses ainsi, dit-elle à l'amiral Webb, venu superviser les dernières étapes du démantèlement. Toutes choses ont une fin, répondit Webb, d'un ton non dénué de compassion. La question est de savoir si elles finissent parce qu'elles ont rempli leur mission ou parce qu'elles ont échoué. Le Conseil galactique avait définitivement échoué. Dans les mois qui suivirent la révélation par l'humanité de ses véritables capacités, l'ancienne structure gouvernementale s'était effondrée sous le poids de ses propres contradictions. Les espèces qui avaient passé des siècles à accepter l'autorité du Conseil se demandaient soudain pourquoi elles avaient besoin des conseils d'organisation qui avaient si mal évalué la nature humaine. Plus important encore, les perturbations économiques causées par la perte de la coopération humaine avaient clairement mis en évidence la dépendance de la civilisation galactique envers les espèces qu'elles avaient traitées comme des partenaires subalternes. Sans expertise technique humaine, les réseaux de transport ont échoué. Sans connaissances médicales humaines, les épidémies de peste sont devenues incontrôlables. Sans techniques agricoles humaines,
des pénuries alimentaires se sont développées sur des dizaines de mondes. Le Conseil avait tenté de réagir en exigeant que les humains reprennent leurs activités coopératives pour des raisons de sécurité galactique. Face au refus de l'humanité, plusieurs espèces membres ont tenté de la contraindre à obtempérer par des sanctions économiques et des menaces militaires. Ces tentatives ont rapidement échoué lorsque les forces humaines ont démontré leur capacité à paralyser des systèmes stellaires entiers en désactivant simplement l'infrastructure qui les maintenait en fonctionnement. La nouvelle installation est prête pour la séance d'ouverture, a annoncé l'amiral Webb à Sarah, tandis qu'il traversait les salles vides. Êtes-vous prêt pour la suite? Sarah hocha la tête, même si elle sentait le poids des responsabilités peser sur ses épaules. La nouvelle structure qui remplacerait le Conseil galactique était radicalement différente de tout ce qui existait auparavant. Au lieu d'une organisation hiérarchique où les espèces aînées guideraient les plus jeunes, ce serait une confédération d'égaux où chaque membre aurait une voix et des responsabilités égales. Le siège de la nouvelle confédération galactique était situé sur une planète jusque-là inhabitée, choisie par les humains pour sa neutralité. La planète, désormais appelée Haven, avait été terraformée grâce à la technologie humaine, mais conçue avec la participation de toutes les espèces ayant choisi de participer à la nouvelle structure gouvernementale. Contrairement aux anciennes salles du Conseil, conçues pour souligner l'autorité et le statut des différentes espèces, le bâtiment de la Confédération reposait sur le principe d'égalité. Chaque représentant disposait des mêmes installations, du même accès à l'information et du même pouvoir de vote, quel que soit l'âge, la taille ou le développement technologique de son espèce. Plus important encore, l'adhésion à la Confédération était entièrement volontaire. Les espèces pouvaient choisir d'y participer en tant que membres à part entière, membres associés, ou de ne pas y participer du tout. L'adhésion n'était soumise à aucune condition. Si ce n'est un engagement à la coexistence pacifique et au respect mutuel, le départ n'entraînait aucune sanction, si ce n'est la perte des avantages et services de la Confédération. La délégation des Éalotés a demandé une réunion privée avant la cérémonie d'ouverture, informa Webb à Sarah, tandis qu'ils se dirigeaient vers le transport qui les conduirait à Haven. Ils souhaitent discuter des modalités de leur demande d'adhésion. Sarah n'en fut pas surprise. Le consortium Zalati avait été parmi les premiers à ressentir les effets de la non-coopération humaine. Leurs systèmes agricoles automatisés, conçus pour remplacer les colonies agricoles humaines, avaient complètement échoué sans l'aide technique humaine. Pire encore, les colonies humaines qu'ils avaient déplacées avaient interrompu toute exportation de nourriture vers l'espace Zalati, créant des pénuries menaçant des millions de civils Zalati. La réunion privée eut lieu dans l'un des centres de conférences neutres de Haven, Zektar. Le même représentant de Zalati, qui avait mené la conquête des mondes agricoles humains, semblait nettement moins confiant que lors des sessions du Conseil 6 mois plus tôt. « Ambassadeur Shen, commença-t-il, ses mandibules claquant nerveusement, le consortium souhaite exprimer ses regrets concernant les récents malentendus entre nos peuples. »« Des malentendus » répéta Sarah d'une voix soigneusement neutre. « Est-ce ainsi que vous appelez le déplacement forcé de 12 millions de personnes et la mort de 47 manifestants ?» Les yeux à facettes de Zektar se déroularent, gênés. Le consortium reconnaît des erreurs de jugement. Nous sommes prêts à offrir une compensation substantielle pour tout désagrément pouvant résulter de nos actions. Les familles des victimes ne sont pas inquiétées, répondit Sarah. Elles sont en deuil. Les communautés détruites ne sont pas inquiétées. Elles sont sans abri. On ne peut pas compenser les meurtres et les déplacements en les qualifiant de malentendus. Le représentant de Zalati resta silencieux pendant plusieurs minutes, cherchant apparemment les mots pour rendre la situation acceptable. Finalement, il parla d'une voix beaucoup plus basse que celle que son espèce utilisait habituellement. « Que nous veux-tu » Sarah regarda de l'autre côté de la table l'être qui avait eu tant confiance en son espèce, en son droit de s'emparer de mondes humains et de déplacer des familles humaines. 6 mois d'effondrement économique avaient appris aux Zalati ce que 3 siècles de coopération n'avaient pas réussi à démontrer. Que les autres espèces méritaient le respect, pas seulement l'exploitation. Nous voulons que vous compreniez que les autres êtres ont de la valeur, dit simplement Sarah. Nous voulons que vous reconnaissiez que posséder une technologie avancée ou un pouvoir économique ne vous donne pas le droit de traiter les autres espèces comme des ressources à gérer. Nous voulons que vous appreniez la différence entre coopération et domination. Si nous acceptons ces conditions, l'humanité reprendra ses activités de coopération avec l'espace Xelati. L'humanité examinera les demandes d'adhésion à la Confédération galactique de toute espèce
démontrant un engagement sincère en faveur de la coexistence pacifique. Sarah répondit « Mais comprenez que l'adhésion ne signifie pas un retour à l'ancien système. Il n'y aura plus de partenaires seniors et juniors, plus d'espèces aînées guidant les plus jeunes, plus de privilèges particuliers liés à l'âge ou au progrès technologique. » La délégation de Zalati passa 3 jours en consultation privée avant de revenir avec sa décision. Ils demanderaient à devenir membres associés de la Confédération, étant entendu que leur adhésion à part entière dépendrait de leur capacité à démontrer un véritable changement dans leur traitement des autres espèces. Des discussions similaires avaient lieu dans l'ancien Conseil. L'Empire Cortax, humilié par la défaite totale de sa flotte la plus puissante, demandait l'aide humaine pour reconstruire son économie sans l'agression militaire qui avait défini sa culture pendant des siècles. La République andorienne demandait conseil pour passer d'une société hiérarchique à une société fondée sur l'égalité et le respect mutuel. Plus important encore, des dizaines d'espèces plus jeunes, qui n'avaient jamais été autorisées à participer de manière significative au gouvernement galactique, envoyaient des représentants à Haven. Pour la première fois dans l'histoire galactique, toutes les espèces intelligentes auraient la possibilité de participer sur un pied d'égalité à la civilisation interstellaire. La séance d'ouverture de la Confédération galactique s'est tenue le jour même où les humains avaient proclamé la journée de l'égalité, une nouvelle fête célébrant le principe E, selon lequel tous les êtres intelligents méritent le respect, quelle que soit leur espèce, leur technologie ou leur pouvoir politique. Des représentants de plus de 200 mondes différents ont assisté à la cérémonie. La présidente de la Terre, Martinez, a prononcé le discours d'ouverture, ses propos étant traduits dans la langue de chaque délégué. Elle a évoqué les leçons que l'humanité a tirées de 3 siècles de patience et exprimé l'espoir que ces leçons puissent servir à bâtir un avenir meilleur pour toutes les espèces. Nous avons appris que la véritable force ne réside pas dans la capacité à dominer les autres, mais dans la sagesse de coopérer avec eux sur un pied d'égalité, a déclaré Martinez. Nous avons appris que la paix ne peut être maintenue en forçant les espèces les plus faibles à accepter les décisions des plus fortes. Nous avons appris que la diversité des pensées, des cultures et des perspectives nous rend tous plus forts. Le président a fait un geste vers les délégués réunis, représentant le plus grand rassemblement d'espèces de l'histoire galactique. Aujourd'hui, nous entamons une expérience de gouvernement véritablement coopératif, non dirigé par le plus fort, le plus ancien ou le plus avancé technologiquement, mais par le consentement de tous les participants. La session s'est poursuivie pendant 3 jours, les délégués s'efforçant d'établir les principes et procédures fondamentaux qui guideraient la nouvelle confédération. Contrairement à l'ancien Conseil, dominé par quelques espèces puissantes prenant les décisions pour tous, la Confédération fonctionnait selon le principe que chaque voix méritait d'être entendue. Le dernier jour de la session, un moment dont Sarah Chen se souviendrait toute sa vie se produisit. Le conseiller Vexai, ancien président du Conseil galactique, demanda l'autorisation de s'adresser à l'Assemblée. Le dirigeant andorien, qui avait ignoré les préoccupations humaines pendant 20 ans, se tenait devant les délégués avec une humilité évidente. « J'ai passé ma carrière à croire que l'expérience confère la sagesse, que l'âge confère l'autorité et que le pouvoir confère le droit de prendre des décisions pour les autres, a déclaré Vexei. J'avais tort sur tous ces points. La plus grande sagesse que j'ai apprise est la suivante. Tout gouvernement qui doit recourir à la force pour maintenir l'ordre a déjà failli à son objectif premier. Il marqua une pause, regardant Sarah Chen droit dans les yeux. Ambassadeur Chen, je vous dois, à vous et à votre espèce, des excuses qui ne seront jamais suffisantes. Nous avons traité l'humanité comme des partenaires subalternes, alors que vous étiez nos professeurs. Nous avons pris votre patience pour de la faiblesse, alors qu'elle était en réalité la plus grande force qu'une espèce puisse posséder. Les paroles de l'ancien conseiller furent accueillies par le silence, non pas parce que les délégués étaient en désaccord, mais parce qu'ils reconnaissaient le courage qu'il avait fallu pour les prononcer. Admettre ses erreurs était difficile pour tout individu. Pour un dirigeant qui avait cru pendant des siècles à la supériorité naturelle de son espèce, c'était une transformation fondamentale de sa vision du monde. Sarah se leva pour répondre, et, pour la première fois depuis des mois, elle sourit avec une chaleur sincère plutôt qu'une politesse diplomatique. Conseiller Vexi, la plus grande force qu'un être puisse posséder est sa capacité à reconnaître ses erreurs et à choisir de s'améliorer. La Confédération accueille toutes les espèces désireuses d'apprendre et de grandir ensemble. La signature de la Charte de la Confédération, un document établissant les principes de respect mutuel,
de coopération volontaire et de participation égale qui guideront l'avenir de la civilisation galactique, a été l'occasion pour chaque espèce signataire de s'engager à traiter les autres êtres intelligents comme des partenaires plutôt que comme des sujets, quelles que soient leurs différences technologiques, culturelles ou historiques. Alors que les délégués s'apprêtaient à regagner leur planète d'origine, l'amiral Webb a présenté à Sarah un rapport final du commandement terrestre. Le processus d'intégration avance plus vite que nos prévisions les plus optimistes, lui a-t-il dit. 17 espèces ont déjà mis en œuvre les réformes sociales et économiques nécessaires à une adhésion complète à la Confédération. 34 autres sont en train de mettre en place leur gouvernement pour se conformer aux normes de la Confédération. Sarah hocha la tête, regardant les délégués embarqués pour le retour. Qu'en est-il des espèces qui ont choisi de ne pas participer? Une quarantaine d'espèces ont choisi de rester indépendantes, répondit Webb. Elles entretiennent des relations pacifiques avec la Confédération, mais préfèrent gérer leurs propres affaires sans intervention extérieure. Nous respectons leur choix tant qu'ils respectent le droit des autres à faire des choix différents. C'était exactement ce que l'humanité souhaitait depuis le début. La liberté de choisir sa propre voie sans interférence, tout en respectant le droit des autres espèces à faire de même. La galaxie était enfin assez vaste pour que chacun puisse être ce qu'il est vraiment. Tandis que Sarah observait les vaisseaux partir vers des centaines de mondes différents, elle réfléchissait au chemin qui les avait menés à cet instant. 3 siècles de patience avaient conduit à 6 mois de conflit, qui avaient donné naissance à une nouvelle structure qui pourrait perdurer des millénaires. L'ère de la patience humaine était révolue, mais elle avait été remplacée par une ère meilleure. Une ère de respect mutuel où aucune espèce n'aurait à supporter l'oppression, car aucune espèce ne serait autorisée à la pratiquer. Pour la première fois depuis leur arrivée dans la civilisation galactique, les humains pouvaient être eux-mêmes sans prétendre être inférieurs à ce qu'ils étaient. Et pour la première fois dans l'histoire galactique, toutes les espèces intelligentes bénéficiaient des mêmes opportunités. La guerre était finie. Le véritable travail de construction d'une galaxie meilleure ne faisait que commencer.